plusieurs sujets d'actualité. Il sera question de nous interroger aujourd'hui sur la nature de l'utilisation des réseaux sociaux au regard de tout ce qui est évoqué là-bas comme dérive à l'intérieur du Cameroun aujourd'hui et même dans le monde. On va s'interroger sur la dépravation des mœurs affichées aujourd'hui au niveau des réseaux sociaux. On se demande bien de savoir si c'est de la volonté des hommes ou alors c'est désormais le mode opératoire d'un réseau ou alors d'un canal de communication qui avait été effectivement initié pour contrôler les informations sécuritaires. Et aujourd'hui, cela est devenu un instrument des civils pour se livrer des batailles, des guerres, et même on peut effectivement s'interroger sur le niveau, en tout cas, du discours qui est utilisé dans le cadre de cet espace-là. On se demande bien si finalement les réseaux sociaux sont considérés désormais comme un lieu par excellence où on devrait afficher la dépravation des mœurs, avec ce qui est d'actualité aujourd'hui, impliquant une personnalité publique. En réalité, on se demande si les Camerounais maîtrisent l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui. Nous parlerons également du retour du président Laurent Gbagbo aujourd'hui à l'effet de comprendre l'impact politique sur la vie politique ivoirienne. On sait qu'après 10 ans passés à la haie, finalement, il a foulé le sol ivoirien le 17 juin dernier, où il sera question, bien entendu, dans les jours qui viennent, effectivement, de savoir si Laurent Gbagbo va pleinement, à nouveau, se réinvestir à l'effet d'apporter une contribution ou alors de penser revenir aux affaires. Mais la grosse curiosité en interne aujourd'hui, c'est le fait. Et effectivement, est-ce que le retour de Laurent Gbagbo avec l'interdiction du passeport du blé goudé et même de l'annonce d'un probable divorce entre lui et son épouse Simone Gbagbo ne va peut-être pas négativement impacter ou alors influencer sur la vie politique de cet artisan du panafricanisme ou alors de la construction d'une Côte d'Ivoire forte et d'une Afrique qui pense par elle-même et qui réagit par ses hommes. Nous posons sur la table de débat ce matin la problématique autour de la crise dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, crise anglophone, où nous allons questionner la montée des enlèvements et des assassinats des fonctionnaires et autorités publiques. Pourquoi on en arrive là? Est-ce l'effet boomerang des discours clivants ou alors l'effet pervers des discours des hommes politiques qui a effectivement conduit à ce qu'on peut qualifier aujourd'hui d'horreur? Comment on en arrive à cette situation? On peut effectivement se questionner à nouveau sur un certain nombre de rapprochements entre les personnalités religieuses et même des personnalités traditionnelles avec l'Ambazonie. On sait qu'il y a quelques jours seulement de cela, l'armée camerounaise a effectivement indiqué qu'un prêtre et d'autres chefs traditionnels ont été traqués et présentés à la justice pour leur complicité ou leur collusion avec ces terroristes-là. C'est ce qu'on va effectivement trouver en quelque sorte aujourd'hui, la relation entre cette montée de ces assassinats et de ces enlèvements avec ces agissements de quelques-unes de nos autorités à l'intérieur du nord-ouest et du sud-ouest aujourd'hui. La question sera posée sur la table de débat ce matin. Restez sur MyMedia Prime Télévision, juste derrière ceci, le panel qui m'accompagne dans le cadre de cette production de Vitrine 237. Merci de retour sur votre plateau de Vitrine 237 de ce dimanche. Nous sommes en compagnie des acteurs politiques et d'un journaliste qui est senior journaliste, il faut le rappeler au regard de tout ce qu'il a pu apporter comme contribution dans le domaine de la presse et même de l'audiovisuel au Cameroun. Et il est avec nous dans le cadre de cette production de ce dimanche. Je commence par lui,
Anani Rabié Bindi, c'est son nom. Bonjour et bienvenue. Merci de m'avoir fait l'honneur de m'inviter. J'apprécie. D'abord, laissez-moi vous féliciter. Comme je le disais, le Cameroun a été un des derniers pays à faire la télévision en 85. Mais aujourd'hui, en Afrique noire, je me demande s'il y en a. Nous sommes premiers sans second. Les pays comme la Côte d'Ivoire qui ont eu la télé en 1966, et je le dis avec autorité, n'ont aujourd'hui que 4 chaînes. Le Gabon, aujourd'hui, qui a eu aussi en 66, a 4 chaînes. Le Burkina, qui a eu en 66, ils ont 3 chaînes. Mais le Cameroun, qui a eu en 85, a aujourd'hui une quarantaine de chaînes. J'ai vu que vous êtes aussi en haute définition pour un démarrage, ce qui est formidable. Et c'est là il faut donc se poser la question, est-ce que les Camerounais connaissent leur pays? Ils en parlent seulement. Moi qui ai 79 ans, dont 55 ans de journalisme, j'estime que je n'ai pas fait le journalisme au Cameroun, mais à travers le monde. Vous connaissez mon parcours. Et très exactement de Jeune Afrique. Afrique-Asie, Afrique internationale, la Voix de l'Amérique et tout ça. Donc, je me pose la question, est-ce que les Camerounais, c'est la première fois que je découvre cette chaîne, est-ce que les Camerounais connaissent leur pays? Je crois qu'il y a un problème au Cameroun que le président Biya doit avoir, c'est qu'il parle aux gens qui ne connaissent pas leur pays. C'est vraiment dommage. Merci bien. Un autre sur ce plateau, lui, c'est un acteur politique qui vit entre les États-Unis et le Cameroun. C'est le premier vice-président national du Front Uni du Cameroun, le FUC. Bonjour et bienvenue. Bonjour mes chers frères. Jean-Claude Nga, c'est son nom. Bonjour. Bonjour mes chers téléspectateurs, mes co-panélistes. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour qu'ensemble, nous essayons d'édifier la population camerounaise sur les problèmes de l'heure. Et nous allons franchement essayer d'étayer la situation. Merci de m'avoir invité. Merci Jean-Claude Nga. Un autre sur ce plateau, habitué des plateaux de télévision. Il est avocat au barreau du Cameroun. Il est également communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Maître Julius Achou. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sylvain. Je suis content d'être là aujourd'hui à côté du grand frère M. Bindi que j'admire beaucoup comme journaliste. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour mon J'ai cher. envie de vous connaître, n'est-ce pas, pour la première fois. Merci mon cher. Et je suis vraiment émerveillé du fait que Sylvain, vous avez basculé du journalisme de la radio à la télévision. Je vous félicite. Et bonjour mon cher compatriote. Nous sommes là pour débattre, n'est-ce pas, de la situation d'Afrique et du Cameroun. Et nous allons faire le mieux, n'est-ce pas, de notre connaissance. Merci bien. On accueille un autre. C'est un jeune qui finalement remplace Emmanuel Kounié qui effectivement ne se sent pas bien. Il y a quelques minutes, il m'informait là au téléphone. Il représente le MRC. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de m'avoir convié à votre plateau. Je dis bonjour à tous mes copanélistes. Je salue également tous les téléspectateurs qui nous regardent et j'espère que notre contribution en ce jour va participer à éclairer la lanterne de tous ceux qui nous écoutent. Merci. Merci bien. Le tout étant fait, je vais commencer par vous, Anani Rabié Bindi. Les réseaux sociaux aujourd'hui, avec la dépravation des mœurs, on se demande bien comment on en arrive à de telles dérives telles que nous assistons depuis un certain temps au Cameroun sur les réseaux sociaux. Je suis malheureusement embêté chaque fois que je dois parler de la situation du Cameroun parce que je dis toujours ce que je crois vrai. Je ne dis pas que je dis la vérité, mais je dis ce que je crois vrai sur la base des documents et de ce que j'ai. C'est pour ça que je parle pas en français facile. Français, c'est pas notre langue. Je veux dire le langage people, le langage terre à terre, pas le people pour dire n'importe quoi.
Vous savez, les Camerounais, on a un problème. Quand on est ignorant, on est dangereux. Quand on est de mauvaise foi, on est dangereux. Or, les Camerounais sont en majorité ignorants et de mauvaise foi, donc ils sont doublement dangereux. Ce qui se passe, c'est que l'UNESCO a imposé à tous les pays du monde qu'il faut au moins que les gens soient alphabétisés à 60% dans chaque pays. C'est le minimum. Donc, nos pays africains, ils enfoncent l'affaire, ils décident qu'on est alphabétisé à 60% et qu'on est analphabète à 40%. Or, en réalité, c'est le contraire. On est analphabète à 60%, à 40%. Il faut avoir le courage de le dire. Moi, à 79 ans, je ne sais pas de quoi j'aurais peur de parler aujourd'hui. J'ai une liberté d'expression et pas la liberté du libertinage, comme au Cameroun. Il y a des gens qui vous disent, vous voyez, au temps d'Aïdjo, on ne faisait pas ceci. Ils mentent, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Au temps d'Aïdjo, on vous coupait la tête pour un oui ou pour un non. Donc les gens n'étaient pas civistes. Ils avaient simplement peur qu'on leur coupe la tête. C'est pour ça. Et comme on est arrivé aujourd'hui dans un village, le monde est devenu un village planétaire où tout le monde, il y a cette co-liberté. Et c'est une erreur parce que les gens ont transposé ce qu'il y a chez eux à chez nous sans tenir compte des mentalités de chaque pays. Je vous donne un exemple. J'ai vu un jour les gens au Japon, Toyota, qui est le premier vendeur d'automobiles dans le monde. Un jour, une année, ils ont eu plus de commandes de voitures qu'ils n'avaient prévu. Alors pour satisfaire leurs commandes, tous les employés ont donné 2 jours de leurs vacances pour travailler gratuitement, pour satisfaire les commandes, pour que leur compagnie... Est-ce qu'au Cameroun, en Afrique, pas seulement au Cameroun, puis je connais toute l'Afrique, vous voyez un pays, les gens qui peuvent accepter ça? Je ne crois pas. La deuxième chose, la première fois que je suis allé en Chine en 1973, la grande Chine à l'époque, j'ai vu comment, le soir, les gens balayaient le devant de leur rue et arrosaient, sans être... Bon, mais... Vous voulez effectivement exposer quoi? Je veux Avec ce qu'on assiste sur les réseaux sociaux. Oui, ce qu'on assiste sur les réseaux, c'est-à-dire que c'est venu chez nous sans qu'on y soit préparé. Ce qu'on assiste, c'est les réseaux sociaux, c'est pas pour nous, aujourd'hui, que les gens m'attendent dehors pour m'agresser, mais je dis c'est pas pour nous, parce que nous ne savons pas les limites. Personne au Cameroun n'accepte que sa liberté finit au moment où celle de l'autre commence. Chacun sait que sa liberté, c'est éternel. Mais le Cameroun ne devrait pas... les réseaux sociaux ne devraient pas attendre que le Cameroun soit prêt pour exister en Iran. Je ne dis pas qu'ils attendent, je dis que c'est arrivé. C'est au Cameroun de s'arriver. Non, quand vous dites le Cameroun, ce n'est pas le Cameroun, c'est les Camerounais. C'est arrivé sans qu'on soit prêt pour ça, qu'on soit préparé, qu'on ait une mentalité avancée qui pouvait accepter. C'est comme l'autre jour, je disais à quelqu'un, le Cameroun, on va couper les... Il me dit quoi? On ne peut pas couper. Mais dans les grands pays, on coupe. Dès qu'il y a les dérives, aucun Camerounais ne peut imaginer qu'on coupe. Dit ah non, c'est partout. Mais on coupe dans les grands pays, vous savez mieux que moi. Dès qu'il y a les dérives, les cas prennent les décisions, on coupe. Et le jour où on va couper ici, on va dire oui, le Cameroun, c'est un pays en arrière qui ne veut pas. C'est normal. C'est que les choses qui se passent, depuis un certain temps, les parents n'éduquent pas leurs enfants. Les gens, quand je vois ce qui s'est passé avec Camus Mimi, il veut rattraper son handicap par des conneries. Et comme il a derrière lui un monsieur qui a de l'argent, alors c'est ça. Et c'est pour ça que je dis, ça ne va pas être facile. Parce que quand vous voyez qu'il présente des excuses à la télé, après avoir dit, celui qui parlait derrière mon dos a peur de moi. La caravane passe, et hier il se met à boire, le chien à boire, la caravane passe. Et 48 heures après, il se met à pleurer pour demander pardon. Vous avez vu le monsieur qui a insulté, je suis aussi grossier, il faut le dire, à la télé pour que les gens aient peur. Un monsieur qui a insulté les fesses de la maman de Madame Bia, qui nous a, une bordel, qui nous a amené ce type-là.
Est-ce que vous trouvez normal? Et après, il vient demander pardon. Mais si on reste sur ce principe-là, pour sortir avec vous, on peut quand même se questionner la justice qui semble être à deux vitesses. Camus a posé un acte répréhensible au regard de la loi, mais il est en toute liberté. Aucun procureur de la République ne s'est saisi de l'affaire. Non, je ne sais pas si le procureur ne s'est pas déjà saisi. C'est pas parce qu'on ne l'a pas encore arrêté que le procureur ne s'est pas saisi. Sauf si ça arrive, c'est que c'est grave. Si le procureur ne s'en saisit pas. Merci, président Jean-Claude Nga. Ce qui se passe aujourd'hui comme dérive. Les mœurs sont bafouées dans notre pays aujourd'hui. Comment on arrive à opter pour un mode opératoire comme ce qu'on assiste sur les réseaux sociaux, où c'est devenu un champ de haine, de tribalisme, un champ où on expose quelquefois des faits répréhensibles par la loi, mais rien n'est fait. Oui. Mon co-panéliste a expliqué brillamment que nous n'étions pas préparés. On n'est pas toujours préparé pour faire ce que nous avons à faire. Quand les parents se sont battus avec hargne pour nous envoyer à l'école, c'était pour que nous ayons un niveau de compréhension normal pour défendre notre pays, pour défendre nos idéologies, pour défendre ce que nous savons mieux pour notre pays et pour notre jeunesse. Les réseaux sociaux sont venus, mais nous avons des gens qui sont capables de sécuriser notre jeunesse par rapport aux réseaux sociaux. Je reviendrai toujours et je me battrai toujours contre le RDPC. Le RDPC n'a rien compris de la population camerounaise, de la souffrance de la population camerounaise. Parce que le RDPC, en 40 ans, mon cher frère vous a dit tout à l'heure que nous avons eu la télévision en 85, que les autres ont eu en 66, mais nous l'avons eu en 85. Mais démontrer que nous sommes largement au-dessus de ceux qui ont commencé la télé avant nous. Mais, regardez, être au-dessus et avoir une population, la jeunesse, en train d'être tuée parce que nous croyons qu'il devait être la lanterne de la jeunesse. Où allons-nous? Est-ce que c'est la valeur même des réseaux sociaux? Est-ce que c'est la valeur même de nos télés? Je ne crois pas. Vaut mieux ne pas avoir tard et s'arrimer au rythme de la population internationale que de l'avoir tard et se faire tuer notre jeunesse. Vous voyez le cas que nous avons aujourd'hui sous la main. C'est des gars que logiquement le régime devait le prendre pour exemple pour que ça ne se passe plus jamais. La loi parle de la présomption d'innocence. Il faut parler, c'est normalement. Oui. Non, mais on a pris, c'est pour ça que j'ai parlé d'une justice à deux vitesses. On a pris les gens en Djombe Pendia, on les a d'abord mis sur mandat de dépôt avant que la justice ne fasse son travail. Celui-là, il tue notre jeunesse, il tue nos femmes, mais on ne lui dit rien. Ça veut dire que la loi est à double vitesse. Mais Anani Rabibindi a dit qu'il a quelqu'un derrière lui qui a de l'argent. Mais l'argent ne sert à rien. Nous avons les lois qui régissent notre patrie. Il y a des lois qui régissent notre patrie. Vous voulez que nos enfants soient envoyés directement à la merde des malades mentaux parce que l'État ne dit rien? Je vous ai dit, depuis que nous avons commencé à lutter, nous ne voulons pas le pouvoir de Pombia. Mais nous voulons que Pombia quitte parce qu'il a échoué. Et ça, c'est pas un discours qui a détruit complètement l'opposition. Non, l'opposition restera l'opposition.
Vous comprenez, non? Oui. Popol maîtrise le Cameroun mieux que quiconque. Mais il ne veut pas Quel appliquer les lois. est le rapport avec Popol ou le RDPC Voilà. et la dépravation de mœurs sur les réseaux sociaux? Voilà, je vais vous le dire, le rapport qu'il y a. C'est lui qui dit, faites ceci. Il a des charlatans autour de lui. Et il connaît tous ces charlatans. S'il ne dit pas arrêter celui-ci, personne ne l'arrête. Hein. Parce qu'ils sont tous les chantres du RDPC. Personne ne le fait. Donc notre ciboule, notre mémoire n'est plus là pour réfléchir. Ils sont là pour le chantre du RDPC, du roi, Paul Biya, je l'appelle roi. 40 ans de pouvoir, c'est trop. L'alternance, nous parlons de l'alternance. Restons sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont là et fait partie du pouvoir. Comment? Et les Camerounais, Comment? les Camerounais Je vais vous expliquer. les Camerounais qui ont fait de ça un lieu par excellence, où il y a des déviants. Voilà. Alors, je vais vous dire, ce n'est pas ça que vous voulez entendre. Mais c'est ce que je vous dis. Je vous dis donc que si l'État ne fait pas son travail, les réseaux sociaux seront là pour détruire nos jeunes. Il faut sanctionner ceux qui le fassent. Il faut sanctionner. Quel est son rôle? Nous avons quel âge aujourd'hui? Nous devions dire à nos enfants comment il faut faire. C'est lui qui doit venir vous dire... Non, je dis nous devons. Je dis bien nous devons. Nous devons. Parce que le chef de l'État est là pour réglementer la situation du pays. Il a nommé des gens qui devaient regarder. Si ces gens-là ne font pas leur travail, il les met à l'écart. Parce qu'ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Alors après vous allez me dire que les parents ont démissionné. Mais on peut questionner la responsabilité. Voilà une question qui arrive. C'est facile de dire c'est les parents. Monsieur, C'est facile de dire les parents. C'est à 2 ans qu'il faut commencer. Je dis, c'est facile de dire les parents. Le gars va à l'école, vous voulez renvoyer toujours la responsabilité aux enseignants. Quand le gars va à l'école à 5 ans, il est déjà pourri. Si les parents l'ont pourri, c'est depuis le premier jour qu'il faut éduquer Voilà, l'enfant. vous envoyez sur les enfants. Je vous demande, monsieur Rabi, quel est le salaire minimum d'un parent au Cameroun? Oh là là. Oui, les parents sont dehors parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Non, monsieur. Ils n'ont pas de quoi nourrir la famille. On continue votre émission, on arrête parce que là, vous parlez du salaire d'un parent. Oui, vous savez bien sûr. ceux qui donnent les télévisions dans les chambres à leurs enfants. C'est-à-dire, vous avez un monsieur Les écoles, les tablettes. pour montrer qu'on est riche. Il est dans l'autre chambre, il y a des télés dans toutes les chambres, et pendant que lui dort, son fils est en train de regarder les pornographies. Est-ce que c'est les gens qui n'ont pas de... Il y en a combien qui le font? Oh là là, vous êtes au moins des millions. On est des Vous millions. êtes des millions. Oui, moi aussi. Sur les 25 non, millions je de suis pas Camerounais, dedans. il y a des millions. Je ne suis pas dedans. Merci à Nani Rabi Bindji, le président Jean-Claude Nga. Maître Julius Sachou, ce qui se passe sur les réseaux sociaux au Cameroun semble être inquiétant. Et vous suivez bien l'opposition danser ou bien mettre cela à l'actif de la gouvernance du RDPC dont vous êtes cadre. On peut quand même se dire que c'est l'impunité qui contribue efficacement depuis quelques années là maintenant à laisser cours à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux au Cameroun. Je suis vraiment désolé, n'est-ce pas, d'être dans un panel avec un président de parti politique. Donc, nous avons un sujet d'actualité. Il mélange le RDPC, le régime, l'opposition, l'État, le gouvernement, Paul Biya, sans faire la distinction. S'il vous plaît, nous sommes là, monsieur le président, je suis désolé. Nous sommes là pour parler d'une actualité, n'est-ce pas, qui affecte nous tous, nos enfants. Soyons réalistes. S'il vous plaît, je constate avec amertume que les Camerounais préfèrent les dérives dans les réseaux sociaux. C'est pas. On préfère les dérives, on préfère, n'est-ce pas, qu'on sème la haine, n'est-ce pas, qu'on met les gens en difficulté, que de voir de bonnes choses qui se font. Le réseau-là, le réseau social est un domaine immense qu'on peut faire beaucoup de choses. Je vous dis, quand vous avez de parler seulement des dérives, moi, quand je vois les histoires de sexe et autres, je ne peux jamais lire. Je lis seulement ce qui est intellectuel et intéressant pour nous, pour la jeunesse. Par exemple, il y a une société qui s'appelle Toutri, qui a créé un programme, n'est-ce pas, qu'on peut utiliser dans les écoles
Donc, vous pouvez suivre votre enfant à l'école, étant même à l'extérieur, n'est-ce pas, par le réseau social, par les réseaux. Il y a des gens qui font des bonnes choses. C'est un truc. Et moi, à notre âge, vraiment, nous ne sommes pas habitués à utiliser l'informatique. Mais le jeune là peut me comprendre. Il y a des jeunes hommes qui sont en train de faire des merveilles dans ces réseaux. Il y a des gens qui sont en train de faire du business et de l'argent dans ces réseaux. Laisse les dérives de côté parce que dans chaque principe, il y a des exceptions. Dans chaque chose, il y a des exceptions. On ne doit pas vivre tous les jours. Mais ce n'est que les dérives qui sont affichées sur le bon côté, en tout cas comme l'utilisation des réseaux sociaux. Si vous bien regarder, ceux qui sont intéressés à voir les dérives sont ceux, n'est-ce pas, qui ne sont pas habitués à l'utilisation, n'est-ce pas, de cette utile informatique. C'est ça. Mais ceux qui sont intéressés, pas à Silicon Valley à Boya, par exemple, pour voir les jeunes hommes qui sont là seulement pour voir comment ils peuvent monter le projet, monter le programme. Ces dérives ne les intéressent pas. C'est nous là. C'est nous. Mais le grand nombre de 40 ans c'est un grand nombre aujourd'hui. Et sans Maître Choudilos, la réalité camerounaise, c'est que le grand nombre. La preuve, c'est que l'affaire Kamemu a fait sortir tout un gouvernement, la République du Cameroun. Fait sortir comment? On a vu le ministre de la promotion de la femme et de la famille qui a fait une communication gouvernementale à cet effet-là. C'est parti des réseaux sociaux. C'est son droit, c'est une dérive. On dit, mais vous ne devez pas faire des choses comme ça. Comment, n'est-ce pas, dans les réseaux, on commence à parler de sexe. Il faut qu'on... C'est ça. On doit combattre. On doit combattre. On a considéré ça d'abord comme des dérives. Maître. Mais n'oublie pas que dans ces réseaux, il y a des gens qui sont en train de faire aussi des choses merveilleuses. N'est-ce pas? Il suffit seulement, n'est-ce pas, d'avoir un tête tranquille pour en connaître. Pour suivre. Je dis que ça, moi je suis plus ces dérives là. Dès que je vois ça, même des gens nuls. On doit avoir cette habitude, n'est-ce pas, dans les dérives. Je dis, maître. C'est ça mon problème. Je suis d'accord avec vous. Mais combien de Camerounais savent utiliser ce que vous savez utiliser? Nous parlons de la population. Vous allez vérifier. Mais c'est vous qui pouvez la population. C'est ce que nous sommes en train de faire. L'opposition a toujours fait. L'opposition a fait quoi? Toujours vous parlez de l'opposition comme si nous on n'est pas Camerounais. L'opposition a fait quoi? Un conseil municipal par exemple. L'opposition a fait quoi? Voilà. Les conseils municipaux comme nous le mettons par vous, mon cher. C'est vous, le RDPC, qui est en train de détruire la population. Oui, parlez de votre parti. Notre parti, c'est le meilleur parti. Nous sommes pas là pour les postes, mon ami. Nous sommes pas là pour les postes. Nous sommes là pour éduquer la population. C'est ici, je vous connaissais, vous avez fait déjà un truc où vous venez convoquer tous les gens pour nous expliquer. Si je vous avais quelle élection? Vraiment, pourquoi? Mon cher, c'est les élections que vous faites au Cameroun. Ça fait 40 ans que vous êtes là. Vous avez fait quoi? Le peuple veut s'enrichir. C'est ça l'opposition. C'est que non, c'est donc pas ça l'opposition. Passer le temps à ne pas laisser les gens parler de vrais problèmes. On parle d'un problème de ceci, vous dites l'opposition a toujours fait. Maître Choukou sorti, on pose un problème d'impunité qui semble être au cœur et à l'origine de cette dépravation aujourd'hui, de l'enlisement de cette situation sur les réseaux sociaux. Si on frappait, si on condamnait, si on punissait, on serait aujourd'hui en train d'atténuer la situation. C'est que vous ne savez pas, la justice a fait son travail. C'est pas pour rien que ce monsieur-là qui a eu des problèmes, qui a fait passer qui est à l'origine ou bien au centre de cette histoire. Pourquoi il demande pardon? Parce que la justice a claqué. Ça va arriver. La justice, pas lentement, mais sûrement. Ça va arriver. C'est ce qui va nous arriver. Je m'engage devant vous à vous apporter le journal qu'on appelle le Temps, qui est le journal, on le publie au cabinet civil. Et il m'est arrivé que chaque fois, je prends l'engagement devant ces messieurs, je vous l'envoie demain, j'ai pris quelques exemples. Ce journal est trimestriel, ou tous les 2 mois. À chaque fois, il y a des révocations de commissaires de ceci, on publie les décrets que le président a signés et les arrêtés. Vous allez voir que chaque mois, on révoque des centaines de Camerounais, de commissaires de police, de ceci, des administrateurs, puisque comme nous on ne lit pas, on ne savait pas. Mais moi je dis, c'est quand j'ai lu ça, puisqu'on laisse ça au palais, et je les prends pour venir montrer à mes journalistes, pour dire, on dit on ne punit pas. Quand les gens sont des voleurs, on n'a qu'à faire tout. C'est seulement avec le temps.
Moi, j'ai vu un jour, quand le président il doit signer les décrets en 72 pour fusiller les voleurs à main armée, pour fusiller les trucs des voleurs de coffre-fort. Pendant qu'on était en train de fusiller les gens, à Douala, au terrain, à côté de la Sonnette, il y avait le terrain de l'Orix. C'est là où on est venu les fusiller pour montrer. On était en train de fusiller un gars qui habitait à Bounaberi et Banda. Et pendant qu'on fusillait son frère, écoute, était en train de tirer le pocket, le porte-monnaie. Et on l'a arrêté là aussi. On l'a condamné. C'est-à-dire, quand vous êtes des voleurs, quand chaque pays... Le problème de fond aujourd'hui, c'est qu'en réalité, sans les réseaux sociaux, cette affaire ne serait pas aujourd'hui au niveau des autorités publiques. Vous dites exactement, Maître Achou, c'est vous qui devez sortir avec cette parole, vous dites que ce qui choque en réalité, c'est que si ça avait été un Camerounais lambda, on l'aurait déjà coffré. Pour parler d'une vitesse, d'une justice à deux vitesses au Cameroun. Aujourd'hui, la justice nous sommes dans un système lentement et sûrement. Il faut noter ça. La justice marche lentement et sûrement. Et ça va arriver. Ce qui est important, n'est-ce pas, dans une histoire... Nous sommes en démocratie, on n'est pas en dictature. On ne peut pas vous arrêter tout de suite. Et en plus, il faut noter que la victime aussi doit être à mesure de se plaindre. C'est pas tout le temps. La justice ne peut pas auto-saisir tout le temps. Il y a certaines choses qui se passent là, nous tous nous voyons, que la justice peut décider de s'auto-saisir, mais il faut noter que la personne qui se sent victime doit d'abord se plaindre pour que la justice, n'est-ce pas, prendre le relais. C'est comme ça que ça se passe. Qu'il est quelqu'un qui parle pour lui. Ça, ce n'est pas possible. Il y a des gens qui souffrent, n'est-ce pas, en silence, pour rien. Pourtant, c'est de leur droit de saisir la justice pour se faire, n'est-ce pas, pour faire admonester, n'est-ce pas, une infraction qui est commise. C'est tout. Merci. Avec vous, est-ce que ce à quoi on assiste là aujourd'hui n'est pas la conséquence même de l'absence de la sensibilisation et de l'éducation qui fait partie des rôles tribuniciens des acteurs politiques que vous êtes? Avant d'arriver au rôle de l'éducation des partis politiques, je vais rester sur le thème tel que vous l'avez formulé dès le départ. Les réseaux sociaux comme mode opératoire aujourd'hui à travers la dépravation des mœurs, si c'est cela. J'ai suivi dire tout à l'heure que nous n'étions pas préparés pour accueillir les réseaux sociaux. Je vais tout de suite dire que nous ne sommes jamais préparés à quoi que ce soit. Nous n'avons pas été préparés pour la colonisation, nous n'avons pas été préparés pour les indépendances, nous n'avons même pas été préparés pour la nouvelle colonisation qui est en œuvre actuellement. Les réseaux sociaux, déjà pour commencer, c'est une plateforme, c'est multilatéral, c'est-à-dire ça ouvre la porte, on disait à l'époque en 2001, c'est une fenêtre sur le monde. C'est toute une plateforme ouverte à tous, où vous pouvez communiquer, où vous pouvez investir, où vous pouvez échanger, où vous pouvez apprendre, vous pouvez même développer des stratégies de conquête comme les autres le font. Donc, les réseaux sociaux ne sont pas forcément une mauvaise chose. On ne doit pas forcément le prendre sous son mauvais angle en questionnant uniquement les dépravations qu'on peut observer de ça et là. Donc, d'un côté, il y a des dérives qu'on peut observer et qui sont condamnables. Rien ne justifie, nulle part, que ce soit dans les télévisions ou bien dans les radios, encore moins sur les réseaux sociaux, que lorsqu'on vous accorde le droit à la parole, que vous vous versiez dans les injures, la calomnie et même la dépravation des mœurs. Donc, s'il faut prendre... C'est le sport favori de l'opposition. Et une bonne partie aujourd'hui de l'opinion pense que votre parti politique, le MRC, est au centre, en tout cas, de cette situation sur les réseaux sociaux au Cameroun. Le sport favori de l'opposition, j'ai envie de rire quand même. Parce que je viens de dire tout à l'heure que les réseaux sociaux sont ouverts à tous. Il n'y a pas une partie des Camerounais qui se retrouve sur les réseaux sociaux. Donc si vous faites une séparation en disant c'est uniquement l'opposition qui fait de la dépravation ou bien de la désinformation sur les réseaux sociaux, c'est une erreur, d'abord pour commencer. Donc maintenant, si il faut rester sur le plan politique, restons-y.
on a fermé tout le champ politique à l'opposition. Tous les canaux d'expression légale, c'est-à-dire les meetings politiques, les débats politiques sur la place publique, le déploiement, les manifestations publiques, on a fermé tout cela à l'opposition. Et quand on le fait, on se dit on fait du mal à l'opposition. Or, il y a à travers ce que porte l'opposition, une partie du peuple qui a besoin de s'exprimer, de communiquer leurs pensées. De quelle façon? Attendez que je chute pour moi. Je dis, quand on le fait, on crée un engorgement. Des gens ont besoin de s'exprimer. Les gens ont besoin de dire leur opinion. Ils ne peuvent pas le faire sur la place publique de peur d'être arrêtés. Vous venez de citer le jeune de Penja qui, de colère, face à sa situation de vie, quelqu'un qui travaille, il n'arrive pas à voir de quoi manger et qui crie sa colère sur la place publique. Peu importe les moyens qu'il a utilisés, la première chose qu'on devait questionner, c'est est-ce que ce gars était dans des conditions favorables pour se taire ou alors pour ne pas dire ce qu'il a dit. Donc, vous voulez donc justifier, là le piétinement d'un certain nombre de règles. Nous sommes dans au Cameroun, nous sommes partout encadrés qui régissent par les lois. Non, nous sommes dans une république. C'est vous qui le dites. Parce que les lois qu'on inflige à certains ne sont pas infligées à d'autres. Appelez-vous ça république? Je peux continuer? Allez-y. J'insiste là-dessus. Je ne suis pas en train de justifier l'acte qu'a posé le jeune Itembe à Penja. C'est répréhensible. Le fait d'insulter les parties intimes de la maman d'un chef d'État, quand même. D'un citoyen. D'un citoyen lambda, mais encore plus d'un chef d'État. Enlevons là, un citoyen. Mais maintenant, on l'a dit, il faut aussi aller questionner les conditions qui l'ont poussé à la révolte. Il ne faut pas seulement s'attarder sur la dérive en elle-même, il faut aller au fond de l'affaire. Est-ce qu'il était, j'insiste là-dessus, dans des conditions favorables pour se taire, pour réprimer cette situation? C'est à vous de nous dire, puisque vous connaissez. Bon, je vais vous le dire. Il travaille dans une plantation de bananeraies. Vous avez suivi sa communication jusqu'au bout. Il dit ceci, je travaille dans une plantation, je ne peux pas manger un seul doigt de banane que je produis. Et il y a des gens qui s'amusent à voler jusqu'à 180 milliards. Oh, là, c'est... Non, c'est fatigant. Non, c'est fatigant. Pourquoi c'est fatigant? Au lieu de dire des gens qui ont jusqu'à 180 milliards. Pourquoi c'est fatigant, mon chef? C'est un langage qui n'est pas la... 180 milliards, c'est un rapport avec l'actualité. Mais vous pouvez prouver? Vous pouvez prouver que tel a volé 180 milliards. On peut prouver. Il y a le scandale, mais est-ce que vous pouvez prouver? Le scandale, c'est ce que nous disons, vous et moi dehors. Je reste sur le scandale. Non. Moi, vous n'allez pas... Peut-être vous ne m'écoutez pas. Non, vous n'allez pas nous amener là. On est venu pour parler des sujets. Les gens qui vont être... Non, ça fait... C'est un sujet d'actualité. C'est un sujet d'actualité. Non, sujet d'actualité. C'est un sujet d'actualité. Combien moi je gagne? C'est les soldats qu'on a pris pour les présidents. Vous les avez combien je gagne à Canal 2? Si nous sommes venus l'écouter, vous nous dites. Mais non, pas du tout. Vous avez la parole. Ce n'était pas là. Vous avez la parole. On n'était pas là. Restez avançons. Les soi-disant opposants. Merci à l'ami. Il bloque le débat. Moi aussi, je ne peux pas laisser. On ne bloque pas le débat. Non, on a parlé. On avance. Je dis, vous ne pouvez pas trouver. Non, je vous réponds. Vous ne pouvez pas accepter que moi je laisse pas. Merci. On parle des présentateurs ne dit pas qu'on a bloqué. Merci à l'ami. Moi, je vous réponds. À force de vous laisser parler, c'est toujours la même chose. On ne règle pas, on ne parle pas des sujets qu'on est venu. Avancez. Sinon, moi, avancez, chutez. J'insiste encore. Ce jeune s'est retrouvé à le dire uniquement parce que c'était la seule manière pour lui de se faire entendre. Première des choses. Maintenant, je vais bien avancer, comme vous avez dit, M. Sylvain. On a dit tout à l'heure, c'est de la faute du parent. Si on trouve des dérives sur les réseaux sociaux, la faute revient naturellement au parent qui n'a pas su éduquer son enfant. C'est la raison pour laquelle celui-ci se déverse dans les injures sur la place publique. Merci. Oui, allez, chutez rapidement. C'est bien de le dire, parce qu'il faut condamner le parent lui aussi, qui n'arrive pas à éduquer son enfant à la maison. C'est une partie de la réponse à la question posée, mais ce n'est pas tout. Je rejoins à ce propos Maître Achou, même si sur la pratique, c'est complètement l'inverse. Il faut
sanctionner, il faut de la régulation sur la communication dans l'espace public et exactement dans les réseaux sociaux. Lorsqu'on découvre qu'il y a des dérives dans les réseaux sociaux et que cela reste impuni, ça donne la liberté à tout un chacun de venir s'exprimer comme il le veut. Donc, il y a de la régulation qu'il faut faire et ça dépend du gouvernement qui est là. Il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas aux parents d'arrêter son enfant et l'enchaîner. Ne pas lui donner un téléphone ou une tablette parce qu'il a peur qu'il va aller c'est ça. Des injures. Mais la conséquence de son acte peut l'éduquer, peut l'amener à se remettre sur le droit chemin. Donc moi je dis, si on remet la faute entièrement sur le parent, c'est travailler avec les... D'abord, parce qu'il y a des pays civilisés avant nous. Votre mot de fin sur ce sujet. Les pays civilisés avant nous. Vous connaissez, vous tous là, qu'en France, vous avez des hommes riches qui ont de l'argent. Leurs enfants ne regardent la télévision que mercredi soir parce qu'il n'y a pas école jeudi. Et le programme est choisi par son père. C'est ça qu'on appelle éduquer. Quand vous ne faites pas, vous portez la responsabilité. Ils ne regardent que mercredi soir comme il n'y a pas école jeudi. Ils ne regardent la télé que samedi soir comme il n'y a pas école dimanche. Et c'est son père, des bourgeois. C'est comme ça qu'ils font. Mais chez nous, dès que vous avez un peu d'argent, vous mettez des postes de télévision dans les champs, vous portez la première responsabilité. L'enfant, il est content de voir. Votre mot de fin sur ce sujet. Je voulais revenir un peu dessus pour dire à mon cher frère que ce n'est pas tous les Camerounais qui mettent les téléphones et les télés à la portée des enfants dans leur chambre. C'est ceux qui croient, ceux par qui on croyait qu'ils pouvaient donner mieux l'éducation aux enfants qui le font. Alors, les enfants doivent voir la télé que les parents et les chaînes que les parents ont choisi pour eux. C'est comme ça que ça se passe. Logiquement. Civilisé. Alors, si nous ne pouvons pas arriver à ça, à cause, je le dis bien, à cause de ceux qui nous dirigent, d'un gouvernement qui est là depuis 40 ans, alors c'est très grave. Maître Achou, votre mot de fin sur ce sujet. Ici au Cameroun, on peut quand même questionner dans le fond de ceux qui disent la responsabilité de la gouvernance publique au Cameroun en la matière, Maître Achou. Il ne faut pas tout politiser. Ce n'est pas une question de régime, ce n'est pas une question d'individu. C'est une responsabilité collective. C'est une responsabilité collective. Des voitures. C'est une responsabilité collective. Et vous me dites combien, M. Rabi? Permettez à Maître Lossachou d'avancer. Nos enfants de voitures, ils vont faire des accidents avec, comme les gens du RDPC aussi. Oui, il faut qu'on évite, n'est-ce pas, de politiser tout, mon cher ami. Et il faut noter que lorsqu'il y a des dérives dans un pays, dans un État, c'est une responsabilité collective, nous tous. Je suis d'accord. Il ne faut pas commencer à dire que c'est tel parti politique, c'est nous tous. Faites un petit pas, n'est-ce pas, à votre niveau, et le pays s'y va marcher. Il faut cesser de prendre tout le monde, on va seulement blâmer l'autre, en oubliant que nous faisons partie, n'est-ce pas, de cet espace. Cet espace appartient à tout le monde. Ce n'est pas seulement le RDPC. Et il ne faut pas penser que dans le système à l'heure actuelle, comme vous avez tout mélangé, régime, État et autres, il faut noter que tous les Camerounais travaillent pour le pays. Nous tous, nous aimons ce pays. Et il ne faut pas commencer à faire les distinguos dans la tête. Choisir le cœur. Mais, non, je vous rassure, le Cameroun est un des pays avec les plus beaux textes de loi. Il y a la cybercriminalité, n'est-ce pas, qui est là depuis un certain temps, si vous ne le connaissez pas. Et il faut noter, quand vous voulez penser que l'État, s'il ne marche, on laisse les choses, vous venez de parler de 180 milliards. Est-ce que vous savez qu'on peut vous arrêter pour ça? Pour la loi. Ça. Puisque vous ne pouvez pas prouver. Voilà, vous n'avez pas la preuve. Monsieur, c'est pas de l'intimidation. La loi, s'il vous plaît. La loi dit non, monsieur, même en France, partout. S'il vous plaît. C'est la plus vieille démocratie. Oui. Ne nous amenez pas dans les années 50. C'est pour ça que je vous dis, même dans ces pays, vous n'avez pas le droit. Ne nous amenez pas dans les années 50. C'est moi qui ai la parole. On ne peut pas dire que si on vous arrête, vous allez dire que c'est ceci ou cela. À cause de l'abus, n'est-ce pas, des libertés, n'est-ce pas, des libertinages. On commence à arrêter tout le monde. Beaucoup de gens iront en prison. Beaucoup de gens. Et il faut noter que
la cyber, il y a un cybercriminel. Va regarder très bien l'article 41. C'est bien clair. Vous dites n'importe quoi dans le réseau, on peut vous poursuivre. Mais très souvent, il y a 25 millions de Camerounais. Il ne faut pas prendre, n'est-ce pas, le fait qu'on constate que les Camerounais sont en train de vouloir évoluer dans ce domaine, que l'État tolère un certain nombre de choses. On prend ça, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, la faiblesse de l'État. Non, mon cher ami. Maintenant, il faut commencer à calculer ce que vous voulez dire. Parce qu'il y a des conséquences. Il y aura des conséquences. Dans le monde entier. L'État ne serait pas si laxiste des apôtres, vous ne dire n'importe quoi. Et lorsque vous faites des affirmations, faites attention. C'est tout le monde. Vous n'allez pas là. Ça rentre effectivement dans ce qui est reproché, en tout cas, à la gouvernance du RDPC, les restrictions des libertés. Parce que ça peut rentrer là. Parce que intimider, donner un canevas de l'opinion aux Camerounais aujourd'hui, rentre dans les restrictions de liberté. Non. Vous avez le droit de dire n'importe quoi parce qu'il y a la liberté. Le libertinage. Votre liberté, comment on est là, ça s'arrête là. À partir du moment où ça traverse, vous avez d'abuser la liberté de d'autres personnes. Donc l'État c'est déjà réglementé par les textes. Mais le simple fait que l'État laisse suivant. Il tolère souvent un certain nombre de dérives, ne dit pas que l'État est faible. Monsieur Rabi. Mais si l'État propose de le faire, comme maintenant, à l'heure actuelle, tout le monde au Cameroun, beaucoup de partis politiques ne comprennent pas parce que tout le monde dans la société. Je vous dis, pour que le Cameroun, c'est que nous constatons. Un policier étranger derrière chaque Camerounais. Étranger. Oui, c'est pas comme on est 25 millions, il faut 75 millions de policiers. Parce que vous, monsieur Ngahan, quelqu'un qui s'appelle Ngahan, dès qu'il va faire quelque chose, vous savez, connaissez le type qu'on appelait Charles Ateba Yene, excusez-moi pour sa mémoire, mais c'est un fou. Ateba Yene écrit le paradoxe du pays organisateur. Il reproche à Paul Biya d'avoir construit des routes partout à l'ouest et de ne pas avoir construit chez lui. Si Paul Biya avait construit d'abord chez lui, ça aurait été bon. Alors vous voyez, quand on arrive à un point comme ça, les gens disent tout et n'importe quoi. Il dit le paradoxe. Et quand je vois un ami de l'Ouest, il me dit c'est Ateba Yene qui a dit qu'il n'y a pas de route, c'est bien. Est-ce que si... Je dis, est-ce que c'est bien clair? Non, c'est pas. C'est l'État qui a construit. On avance. C'est l'État qui a construit. On avance. Qui a construit? C'est les élites. On y revient en année. Non, dites qui a construit. C'est l'État qui construit toutes les routes de l'Ouest. On y revient. C'est ce que je dis, l'État. Et lui, il parle à l'homme pour dire qu'il n'a pas construit chez lui. Mais c'est non. Au lieu de le féliciter qu'il a commencé par faire ailleurs. Et s'il avait fait d'abord chez lui, on aurait dit ceci ou cela. Merci à l'ami Rabi Barista a chuchoté. Oui, il faut que on commence à laisser, parce que nous vivons déjà trop sur les exceptions, n'est-ce pas, des choses. Dans le monde, la faute à qui? Nous ne sommes pas au paradis. La faute. Dans lequel il y a des erreurs, il y a des erreurs, il y a des dérives et autres. Mais le fait, regarde maintenant, nous sommes à la télévision. Au lieu de parler, n'est-ce pas, des bienfaits des réseaux sociaux, on n'allait pas demander aux Camerounais ou à l'opposition d'applaudir pour applaudir. L'opposition nous sommes devant la télévision. Au lieu de parler des bienfaits, n'est-ce pas, des réseaux sociaux, nous sommes parlé des dérives. Quand on parle seulement des dérives, les dérives vont devenir des règles. Et ça qui installe la haine dans la société, il faut qu'on évite. Et je vous ai dit, il y a un truc qui s'appelle Tutri, qui a créé un programme. Vous pouvez maintenant suivre votre enfant, il y a des bas âges, même étant dans l'école, même étant au Japon, sans problème. On ne parle pas de ces gens-là. Il y en a beaucoup qui ont créé des programmes qui sont intéressants pour la société. Parlons d'eux. Les sommes toujours le dérive. Parce que si on trouve dans le dérive, la société serait dans le chaos. Et vous acceptez ça de vous? Non, je n'accepte pas votre mot de fin. Je vais déjà commencer par corriger un malentendu. J'ai cru recevoir des menaces tout à l'heure. Parce que j'ai parlé de... Pas de menaces. Non, on a dit ceci que c'est pas. Parce que je vais préciser. Non, pas de menaces. Je vais préciser donc, parce que vous n'avez pas semblé l'écouter jusqu'au bout. Le jeune Itembe de Penja s'est exprimé dans sa vidéo et a bien dit il ne peut pas être en train de travailler pour 32 000 francs et des gens s'amusent à détourner 180 000. Est-ce qu'il a vu? Vous
Je répète ces mots. Je répète ces mots. Mais je dis ce que j'ai vu dans la vidéo, monsieur. Monsieur Sévrin, ce n'est pas une apologie. Je cite quelqu'un qui a été condamné pour son crime. C'est ça. Je cite quelqu'un qui a été déjà condamné pour son crime. Il est en détention, non? Quelqu'un qui ne peut pas le pousser. Il commence à suivre, ce que les autres déjà ont dit. Je ne suis pas en train de le suivre non plus. Ça, vous ne l'écoutez pas. Nous sommes en train de vous dire il faut désormais faire le motus cousu sur le scandale de la Covid. Il est puni avec raison parce qu'il a parlé de quelque chose qu'il ne peut pas prouver. Vous avez utilisé des termes vulgaires. Vous avez utilisé les termes vulgaires tout à l'heure en disant il a insulté les fesses de la maman. Et là, ce n'était pas un problème. Moi, je le cite et vous, ça vous choque complètement. Ce qu'il a dit, il ne peut pas le prouver. Mais moi, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas en train de prouver ce qu'il a dit. Je suis en train de vous dire que ce qu'il a dit, donc, est punissable par la loi. D'accord. Je suis d'accord avec vous. Bon, mais vous ne m'empêchez pas de le citer quand même. Non, mais je n'empêche pas. Mais je vous dis... Non. Jean Konga, on se calme, s'il vous plaît, on se calme. Allez, chuter. Voilà, merci. Concernant le thème que nous sommes en train de décortiquer, les réseaux sociaux sont ouverts à tout le monde. Essayez de penser que c'est une partie de la population, fût-il l'opposition, qui s'en saisit à des fins politiques, c'est maladroit. Et pour la bonne gouverne de ceux qui nous écoutent, nous regardent, vous avez vu, même justement à travers ces réseaux sociaux, le président Kamto monter à chaque fois pour condamner, à chaque fois qu'il a observé des dérives de son parti, pour les rappeler à l'ordre. Je n'ai jamais vu un autre parti politique, fût-il de l'opposition ou même le parti gouvernant actuel, monter pour condamner ces militants qui se retrouvent dans des diffamations et les injures sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est ce que le MRC contribue à faire pour assainir les réseaux sociaux. Parce que lui ne le fait pas, mais ces militants le font. Je viens de dire ceci, il monte au créneau à chaque fois pour condamner ses propres militants qu'il retrouve dans des dérives. C'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai de la peine à me retrouver sur ce plateau et je ne sais pas exactement quel est... j'ai beaucoup de respect pour M. Habib Bindji. Vous êtes même un idole pour moi en réalité. Mais j'ai du mal à vous situer par rapport à nos échanges ici. Je ne sais pas si vous êtes du RDPC ou si vous êtes de... Je ne sais pas trop. Du RDPC. D'accord. Là, ça rassure. Là, ça rassure complètement. Parce que si j'avais à l'esprit qu'il y avait deux qui sont contre... Si je savais, M. Sylvain. Vous êtes RBC. Ah bon, vous voyez. Non, moi je parle de ces positions. Je n'ai pas dit que vous êtes insulteur, les autres ne doivent pas parler. Non, calmez-vous. C'est du RDPC, là c'est grave. Je peux pas porter. Là c'est grave. On se calme, monsieur. Je dis non, je parle pas. C'est l'intimidation. Mais non, c'est l'intimidation. On se calme, vous êtes en direct là. Non, il a dit que je suis du RDPC. Je vous prends comme conseil. Merci. On se calme, monsieur. Oui, chutez rapidement. Oui, très rapidement. En disant cela, ce n'était pas pour mettre en ébullition le plateau, ce n'était pas ça mon intention. J'aurais voulu que lui-même, M. Rabier, nous dise quelle est sa position sur ce plateau. Je suis journaliste. Sur quelle question? C'est un citoyen camerounais. Non, c'est pour moi. Je demande pour moi. Ce n'est pas forcément pour le débat. Merci. 79 ans avec une carte d'identité nationale camerounaise. Donc j'ai le droit de dire que quand vous dites quelque chose que je n'accepte pas. Merci. Je commence avec vous ce deuxième sujet d'actu, le retour de Laurent Gbagbo. On va prendre Bindji tout à l'heure, lui qui a travaillé en Côte d'Ivoire pendant 7 ans. Qui suis ami de Laurent Gbagbo. Si vous avez vu, c'est moi qui suis allé chercher sa femme quand elle est sortie de prison. Effectivement, on va revenir là-dessus. Je commence par Maître Achou. Maître Achou, le retour de Laurent Gbagbo, on questionne l'impact de ce retour-là aujourd'hui au regard de la vie politique ivoirienne. Est-ce que, vu son âge, 76 ans, un supposé divorce annoncé entre lui et son épouse, est-ce que son retour peut efficacement contribuer à la pacification ou alors à la réconciliation des Ivoiriens, dans le fond? Moi, ce que j'apprends de tout ça, de son retour, c'est le fait que le monde ici est dirigé par un certain nombre de personnes qui décident de tout et de rien. De ce qu'on peut faire. Et si vous n'avez pas compris
que c'est comme ça le monde, vous ne pouvez jamais réussir. Il faut imaginer, voilà quelqu'un qui a fait presque 10 ans comme président, il se retrouve en détention provisoire. 10 ans. Pendant 10 ans. Le temps de laisser un autre président, n'est-ce pas, faire ses 2 mandats. Donc, vous devez comprendre que d'abord sa détention n'était pas pour les faits, n'est-ce pas, qui lui sont reprochés, mais par le fait que c'est des pays puissants ont décidé comme ça. Voilà. Et nous les Africains, nous ne sommes pas assez puissants. On doit prendre ça comme un cas d'école pour maintenant savoir comment faire pour gérer ces gens qui sont plus puissants que nous. C'est ça la leçon que nous avons. On doit commencer à penser intellectuellement comment il faut, parce que si on utilise le même chemin, n'est-ce pas, que les Occidentaux par exemple, nous n'allons pas réussir pour les contrer. On veut, on ne veut pas, ils nous ont colonisés. On veut, on ne veut pas, ils nous gèrent. On veut, on ne veut pas, ils bloquent toutes les initiatives, n'est-ce pas, pour sortir, n'est-ce pas, de cette cercle qu'ils ont construit autour de nous, de ces barrières. Donc nous, les Africains, on doit s'asseoir maintenant pour faire de telle façon qu'ils ne vont pas sentir comment on va s'en sortir. Le meilleur exemple, j'aime les Chinois parce que j'aime les arts martiaux, surtout le Kung Fu, qui est un art dans lequel tu utilises l'énergie de l'autre en présentant, n'est-ce pas, le vôtre. Cela veut dire que lorsqu'il y a un combat, vous-même vous êtes toujours tranquille, vous ne vous fatiguez pas, mais l'autre se fatigue parce que vous allez utiliser son énergie comme lui-même aussi. Donc, son énergie est utilisée 2 fois. Les Africains doivent maintenant commencer à comprendre, surtout les intellectuels, en disant que non, si on part pour le premier affrontement ou pour marcher dans les rues, ça ne sert à rien. On doit chercher d'autres méthodes qui sont plus appropriées pour contrer, n'est-ce pas, ces colonisations qui sont en train de venir. Vous voulez ou ne voulez pas. Cette histoire de réseau, c'est une façon de colonisation. Mais j'ai vu ce que le président Niger a fait en bloquant Twitter. On doit savoir, n'est-ce pas, on doit savoir, n'est-ce pas, faire des contrats avec ces grandes puissances-là, de telle sorte que nous avons des portes de sortie chaque fois. Et ça vient de la tête, pas de la main ni des pieds. C'est de la tête, on doit commencer à réfléchir. Les Africains doivent utiliser la tête. Cette histoire, quand on vous dit que vous êtes supporté par l'Occident, machin, tout, ça doit cesser. Nous ne pouvons pas faire sans eux. Et pour faire avec eux, on doit être plus intelligent, on doit toujours être un pas en avant. C'est une question de penser, de rester et de penser et de trouver des solutions. Babo, on veut, on ne veut pas en Côte d'Ivoire. Son époque est passée. Il peut maintenant être un faiseur des hommes, mais lui-même, il ne peut pas être l'homme. Il veut, il ne veut pas, il ne peut plus. Surtout à son âge, et surtout à son expérience et autres, il peut être un faiseur des rois. Et je pense que Ouattara, à la façon qu'il faisait gérer la Côte d'Ivoire, il a réussi pendant les 10 ans pour stabiliser le pays, qui faisait problème. Est-ce que c'est pas factice? Parce que cela est encore discutable, hein, ces annonces que le FMI et autres ont eu à faire entre les agents de notation sur la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, il faut laisser les annonces, les paroles. C'est plus profond que ça. C'est un ancien vous savez, les Français avaient divisé le pays en 2. Quand ils sont quittés, cela veut dire que le pays est maintenant un peu stable. Il faut noter, le pays était divisé en 2. Donc le simple fait qu'on a fait, maintenant on a échangé. On a fait venir Gbagbo et Blé Goudé. On a fait partie Soro et Sabane. Parce que c'est Soro qui était le trouble fait. On a fait partie de l'est du pays. Parce que c'était lui, le bras armé. Maintenant, on l'a fait par partie parce que la Côte d'Ivoire est un peu stable et on va maintenir la Côte d'Ivoire en l'état. Si les Ivoiriens ne sont pas intelligents, pour s'asseoir, n'est-ce pas, pour trouver des solutions qui ne vont pas attirer, n'est-ce pas, les puissances du monde, tant pis. Ils doivent s'asseoir ensemble, trouver de vraies solutions pour leurs problèmes. Et comme je vous dis là, on veut, on ne veut pas. C'est difficile, n'est-ce pas, de quitter, de se soustraire, n'est-ce pas, des mains des Occidentaux. C'est très compliqué et difficile. Merci, M. Julio Sachou. Avec vous, Anani Rabé Bindi, la Côte d'Ivoire que vous connaissez bien, et l'homme, Laurent Gbagbo, que vous connaissez également, très bien d'ailleurs. Est-ce que son retour en Côte d'Ivoire
peut contribuer à une véritable conciliation nationale? J'ai fait diffuser au Cameroun en 2008 une émission que j'ai réalisée sur la Côte d'Ivoire. Parce que je suis arrivé à Côte d'Ivoire, à Abidjan en 62, j'allais en France. J'ai terminé mes études, Jeune Afrique m'a renvoyé en 66 à Abidjan comme directeur de l'Afrique de l'Est. Donc j'ai vu la Côte d'Ivoire sortir. J'ai dit où est le problème de Côte d'Ivoire qui n'est pas réglé, qui ne se réglera pas. Et un Français m'a demandé en 77 qu'est-ce que je pense de la Côte d'Ivoire après Houphouët. Je lui ai dit, si les Français sont intelligents, qui laissent les Ivoiriens régler leurs problèmes, ça marchera. S'ils disent, bon, voilà l'homme qui nous a tout fait, qui est mort, ils veulent faire venir comme le père pour donner les leçons aux Ivoiriens, ça ne marchera pas, ça va éclater. Le problème de Côte d'Ivoire est qu'en 1960, quand on fait de rang de France, 59, pour être président, le premier décret qu'on lui fait signer, c'est que toutes les terres de Abidjan sont propriété de l'État. Et les ébriers qui sont comme les Douala, qui habitaient comme Bonanjo, on les a renvoyés à 10 km, on a construit un quartier ébrié. Ça, c'est le premier décret. Le deuxième décret, on lui fait créer la BIDI, Banque Ivoirienne de Développement Industriel. C'est-à-dire pour recycler l'argent du café et du cacao. Il faut rappeler que quand Houphouët vient, il vient avec un monsieur, un ancien gouverneur qu'on appelle Guy Néré, qui est devenu son directeur cabinet de 60 à 93, jusqu'à la mort d'Houphouët. Il vient avec un autre franco-algérien qui s'appelle Alain Belkiri, qui est secrétaire général de la présidence de 60 jusqu'en 93. Il vient avec une secrétaire française, Madame Suzanne Plazané. Et il y a 12 conseillers à la présidence. Alors, quand un Français arrive, les pieds nus, il va à la présidence, un Français lui signe pour qu'on lui attribue un terrain. Il prend le terrain qu'on lui a attribué, il va à la BIDI pour qu'on lui donne l'argent. Et c'est comme ça qu'ils ont construit la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire ce que j'appelle les vrais faux investisseurs. Et ces investisseurs-là qui sont un problème aujourd'hui, qui vous disent, j'ai investi 300 milliards en Côte d'Ivoire, alors qu'il a pris le terrain des Ivoiriens gratuit, il a pris l'argent des Ivoiriens, il n'y a que ça. Et c'est eux qui font un problème. Et c'est ça que les Français, qui ne sont pas politiquement intelligents, font en Côte d'Ivoire que ça tienne. Ouattara, je ne sais pas si vous savez, il a épousé une juive. Dominique Ouattara est juif. Et lui, Ouattara, est musulman. C'est la première fois qu'on voit dans le monde une union entre un juif, une juive et un musulman. Donc, tous ces gens veulent que la Côte d'Ivoire ne bouge pas. Et la Côte d'Ivoire, je l'ai dit, ne va pas connaître la paix. Parce que les Ivoiriens n'accepteront pas. On les tient là avec l'armée française et tout. Vous savez comment Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire? Ouattara fait des études aux États-Unis, il rentre chez lui au Burkina, c'est-à-dire la Haute-Volta à l'époque, après ça devient Burkina. Il rentre. Et quand on crée la BCAO, la Banque Centrale des Afriques de l'Ouest, comme la BAPC, le poste de président appartient à la Côte d'Ivoire. Parce qu'ici aussi c'était comme ça, le poste de président appartient au Gabon, vice-président congolais, et le siège au Cameroun. Jusqu'à ce qu'on change, il n'y a pas longtemps que ça soit rodé. Mais c'était comme ça. Donc là-bas, Ouattara est vice-président. Parce que le poste de vice-président appartient à la Haute-Volta. Et un Ivoirien, Diomandé, est président. Bon, à ce titre, Ouattara fait des missions en Côte d'Ivoire et tout. Et c'est comme ça que, quand Sankara arrive et qu'il veut l'enlever, Ouattara va voir Houphouët et appuyé par Dominique, qui gérait tous les biens. Le fond de ma question, c'est Gbagbo aujourd'hui. Gbagbo. Avec la paix, Gbagbo. avec la réconciliation. Vous savez, personne n'acceptera la réconciliation. Ce qui se passe chez nous, les Africains, c'est que quelqu'un s'assoit et dit on va faire dialogue national. Quand il a déjà tout mis.
Le dialogue, c'est avant. Il faut qu'on soit tous comme maintenant, on fait un dialogue. Au lieu que moi, j'ai déjà pris la place, je m'assois, j'ai dit, venez, on fait dialogue, avec position prépondérante. Ouattara, il a une chance, après, s'il meurt là, il ne verra pas ce qui se passera après. Mais, tant que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, où Sarkozy va arrêter un président dans son lit, les militaires volent sa femme, violent sa femme, et tout. Moi, je suis l'ami du coup. Et on vous dit, réconciliation, c'est la blague. C'est comme, vous savez, moi je donne toujours des exemples pour être compris. C'est comme quand on a fait, le Covid-19 est arrivé. Mon petit frère Ali Bongo se lève, il dit, je vais donner 250 milliards. Ouattara se lève, il dit, je donne 700 milliards. On n'a jamais vu. Au Gabon, il n'y a pas d'électricité. Les fonctionnaires sont en grève tous les jours parce qu'ils ont 12-15 mois. Il a dit, je vais donner 250 milliards. Combien? Lui n'a rien dit. On dit oui. Au Gabon, on a dit ceci. On a donné. En Côte d'Ivoire, on a donné. Personne n'a jamais vu. On aime les effets d'annonce au Cameroun. Et c'est ça un de nos problèmes. Et le problème de Paul Biya, c'est qu'il n'a pas compris que on dit au peuple souverain, les dirigeants doivent explication. Une chose, on a dit, pour qu'un État marche, il y a 4 choses. Expliquer, expliquer encore, expliquer toujours. 2, faire ce que l'on dit. 3, dire ce que l'on fait. Et 4, expliquer le cas échéant, les problèmes que vous avez pour ne pas faire ce que vous voulez dire. Et comme les dirigeants camerounais n'ont pas appris ça, et c'est là où il y a problème. Nous sommes encore en Côte d'Ivoire. Nous étions en Côte d'Ivoire. Oui, c'est pour dire que ça, la paix ne marchera pas. Merci. Parce que quand Gbagbo, lui, il est fatigué, il dit réconciliation. Il y a un Ivoirien qui disait ça l'autre jour à RFI. Il dit qu'eux, ils disent réconciliation. C'est nous, le peuple, qui sommes derrière. Merci. Jean-Claude Ngahan, comment le retour de Laurent Gbagbo, est-ce que l'avenir nous permet de nous interroger ou alors de nous dire que cela peut avoir de l'impact sur la vie politique ivoirienne? De ma part, je salue le retour de Laurent Gbagbo, mais qu'à propos de la paix et la réconciliation du pays, si ça pouvait avoir de l'impact, je serais très heureux. Mais quand nous regardons les choses d'une façon très réaliste, on voit que ça ne fera rien. Parce que tu ne peux pas t'asseoir. Tu dis que tu veux la paix. Il faut vouloir la paix avant de t'asseoir. Tu appelles tes frères, comme nous le faisons. Appelle tes frères ivoiriens. Venez, dites-nous ce que vous voulez. Qu'ensemble, nous trouvons une solution d'ensemble pour que notre pays ait la paix. Oui. Vous savez que quand Mandela sort de prison, après qu'on l'ait torturé, il a divorcé. La première chose. Parce que de Clerc, les Blancs ont dit, comme sa femme, Winnie était dure, voilà. Et comme Mandela était déjà fatigué, on lui dit de divorcer. Cette femme-là n'est pas bonne. Voilà. Lui étant fatigué, et c'est le même cas qui se répète. Voilà, quand Gbagbo sort de prison, on dit qu'il divorce avec Simone. Elle annonce divorcer avec Simone. C'est à peu près la même chose en Afrique du Sud. C'est-à-dire, comme on sait que Madame Gbagbo, elle peut parler et remettre à son mari, on l'écarte. On l'écarte. Pour fragiliser. Est-ce que c'est la paix, ça? Oui, allez-y. Alors, quand ils font divorcer Gbagbo, c'est pour le fragiliser. Et fragiliser davantage la Côte d'Ivoire. Parce que sa femme a vécu des choses horribles. Donc, prions ensemble pour l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Car nous ne détournons pas. Maintenant, je vous demande aux Africains de penser par eux-mêmes désormais. Mais je sais ce que nous disons. Que le cas de Gbagbo serve de leçon comme cas école. Voilà. C'est ce que nous demandons depuis.
C'est ce que nous demandons depuis. Nous demandons que nous devions être ensemble. Mais le Cameroun est champion dans cette affaire ivoirienne, mais de souvenir, Oui. en 2010, l'État du Cameroun officiellement n'avait pas pris position dans la crise ivoirienne. Ouais. Exactement. Oui, l'État camerounais n'avait pas pris position. Ils ont raison. Pourquoi? Nous avons Parce raison. qu'ils avaient leur intérêt à protéger. Vous imaginez, je venais de dire tout à l'heure, vous imaginez quelqu'un qui est au pouvoir depuis 40 ans, que les Français n'ont pas envoyé l'enlever. Ça veut dire qu'est-ce qu'il fait? Il joue le jeu des Français. Ce n'est pas le jeu des Africains, des Camerounais qui jouent. Hein? Alors celui-là a fait combien d'années au pouvoir? Hein? Et on vient l'enlever. On l'a enlevé pourquoi? Parce qu'il comprenait déjà qu'avec la France, il ne faut pas jouer. Sérieux. Vous comprenez, non? Oui, un ami, laissez les gens parler. Quand vous parlez, on vous suit. Mais non, donc je le dis, avec intelligible voix. Hein? Vous ne pouvez pas dire Nous ne pouvons pas avoir un sous-sol. Ouais. Parce qu'il protégeait. Mon cher frère, Anani, permettez à Jean Colomba. laissez-moi se chuter. Chuter des gens. Non, calmez-vous. Nous sommes des gens mûrs. Effectivement. Il ne faut pas qu'on dise n'importe quoi devant les gens. Calmez-vous. Je n'accepte pas. Calmez-vous. Je dis, hein, vous n'acceptez pas, mais je dis ce que je juge normal pour le pays. Non. Mais pourquoi, avec vous, pourquoi le Cameroun, en 2010, quand la crise éclate, pour effectivement lever l'équivoque, n'a pas pris position de façon officielle? Vous connaissez un pays qui a pris position de façon officielle? On a vu quelques chefs d'État. Non, quel chef d'État? Citez-moi un. Nous sommes devant la télévision. Monsieur. Un chef d'État qui a pris... Attention, hein, la Côte d'Ivoire, c'est là où je vis. J'y ai une maison. Dites-moi un Camerounais, un chef d'État. Les seuls qui ont pris parti, vous savez pourquoi? C'est les Maliens, les Burkinabés, parce que c'est devenu une affaire entre musulmans et chrétiens. Vous m'avez compris? Citez-moi un chef d'État qui a pris fin et cause. Monsieur Rabi, je vous Non, dis, citez-nous un. je dis, hein, je ne suis pas là-dedans, je vous dis. Mais puisque Je vous dis dites une que chose, le Cameroun non. n'a pas pris parce que Oui. je vous dis, citez-moi un Je dis, qui a hein, pris je dis, hein, cause. je dis à monsieur Rabi, je vous dis une chose, nous ne pouvons pas accepter ce que vous dites. Parce que- Absolument. oui, parce que nous savons. Mais je dis accepter aussi ce... Oui, non, moi, je ne peux pas n'acceptez pas. accepter ce que Mais vous ne dites. m'interrompez Mais moi pas. aussi, je ne peux pas accepter ce Parce que vous je ne dites. vous Parce que interromps moi, pas. je sais aussi. Oui, je ne t'interromps pas. C'est pas moi qui suis le modérateur. Je ne t'interromps pas, donc ne m'interromps pas. Chutez, président. Alors je dis donc que nous prions tous les Africains, pour que la paix, l'arrivée de Barbeau amène un peu de paix. Et surtout de liberté en Côte d'Ivoire. Parce que à partir d'aujourd'hui, nous comprenons que nous ne sommes pas libres. Les Africains ne sont pas libres. Merci. Le retour de Laurent Gbagbo peut contribuer effectivement à impacter le processus de réconciliation, le retour à la normale en Côte d'Ivoire, selon vous? Déjà, sur ce plateau, je vais saluer le retour de Laurent Gbagbo, malgré ce que cela représente dans le fond. C'est une victoire. C'est pour ma part une première fois. Excusez-moi, c'est une première fois qu'un chef d'État est amené à la haie et qu'il en ressort blanchi complètement. Donc, première chose, c'est une victoire, même si son retour n'a pas l'impact prévu, escompté au niveau de la Côte d'Ivoire. On va d'abord saluer son retour. C'est un combat africain qui a été gagné par les Africains. Et je crois que dans son discours, lorsqu'il est rentré, il a salué, entre autres, les Camerounais que nous sommes. Parce qu'il a ressenti toute l'armada, tous les défenseurs nationalistes africains se lever pour revendiquer une infortune, quelque chose qui n'a de sens que dans la tête de ceux qui l'ont pensé. Donc, le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire est une phase majeure du processus de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire. Ne serait-ce que dans le sens de l'accalmie. Parce que désormais, vous allez me contredire si je me trompe, il y a ceux qui sont pour le camp au pouvoir actuel et qui méprisent le camp Laurent Gbagbo d'hier et trouvent qu'eux aussi, aujourd'hui, ils ont l'opportunité de profiter des bienfaits du pouvoir. Et
il y a encore la question, même après le verdict rendu à La Haye, il y avait toujours une question qui se pose. Si donc on dit Laurent Gbagbo n'a pas été à l'origine des 3000 morts qu'on a observés, qui donc est l'auteur? C'est les Turcs. Qui donc est l'auteur? Première des choses, je ne sais pas si c'est les deux camps. Si la Cour internationale de justice dit que Laurent Gbagbo est blanchi, il n'est coupable de rien. Donc, où sont les coupables qui ont été donc le processus de réconciliation semble difficile. Bien sûr, j'y arrive. Laurent Gbagbo. Toujours que c'est pas normal. J'y arrive justement. Donc, justement, un camp a donc été examiné, enquêté et a été déclaré blanchi. Donc maintenant, la faute est à qui a été à l'origine des 3000 morts. Donc, ce qui est normal et logique, ce serait que la Cour internationale de justice, maintenant, se saisisse aussi de l'autre camp et questionne leur culpabilité quant à la responsabilité des 3000 morts. Ce que nous attendons. Je ne dis pas que je ne vais pas aller très vite en besoin en disant qu'ils n'ont pas encore entamé le processus. Donc, première des choses, donc il est déjà de retour, c'est bien, on salue. Deuxième des choses, comme l'a dit Rabier tout à l'heure, il revient un peu comme Mandela. Ça fait... C'est pas forcément affaibli, c'est que justement pour contribuer au processus de paix, vous devez donner. Nous ne savons pas quels ont été, parce que jusqu'à la dernière minute, bien que le verdict ait été rendu, ils n'avaient pas la possibilité de rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, du jour au lendemain, on nous annonce que, bon, voilà, désormais, il pourra rentrer. Je crois que même le président Ouattara s'est levé pour dire, bon, voilà, désormais, Gbagbo peut rentrer en Côte d'Ivoire. Bon, on ne sait pas donc quelles ont été les clauses qui ont amené à conclure du retour du président Gbagbo en Côte d'Ivoire. Moi, je vois, entre autres, ce divorce comme étant un cadeau qu'il fait, une concession qu'il fait, pour pouvoir se joindre à la table des négociations pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas une faible contribution, parce que, vous l'avez relevé tout à l'heure, Simone Gbagbo, c'est la pierre angulaire de tout le FPI. Elle n'est pas une figure mineure du jeu politique en Côte d'Ivoire. Donc dire qu'on le sépare de son mari, c'est un peu pour diminuer sa cote de popularité, pour affaiblir son aura sur la scène des discussions, afin d'avoir aussi des opinions à postuler sur la table. Donc, c'est déjà un fait. Le processus de paix a été entamé, puisqu'il est déjà de retour. Maintenant, ce que nous devons scruter dans les prochains jours, c'est comment est-ce que cela va être mis en œuvre et comment est-ce que la Haye va aussi apprécier le retour à la paix. Est-ce qu'on va juste dire, OK, on a examiné un camp, il n'y avait pas de coupable, bon, fermons les yeux sur tout ce qui a été... moi, je me demande. Sinon, là, la paix ne sera pas complète. Voilà. Merci. On avance, on penche là sur le sujet de débat de ce matin. C'est avec cela qu'on sortira de cette émission. On parlera de la crise dans le nord-ouest et dans le sud-ouest avec cette montée des enlèvements et des assassinats des fonctionnaires et autorités publiques. Maître Julius, pourquoi on en arrive là? Il y a quelque temps encore, on a annoncé la calmie, que paf, quelques semaines derrière nous là, 12 fonctionnaires au rang des délégués départementaux dans le Ndian, et on a annoncé le rapprochement entre les religieux dans le nord-ouest précisément, et même quelques chefs traditionnels. La sortie des États-Unis, du secrétariat d'État américain qui pensait qu'il fallait restreindre les visas. Est-ce qu'on n'est pas là face à l'effet boomerang, à l'effet pervers d'un ensemble de choses aujourd'hui employées autour de cette crise? Moi, j'ai toujours dit que nous, les Africains, on n'a pas compris que les jeux politiques dans chaque pays est gouverné, est contrôlé ailleurs. Ceux qui sont, n'est-ce pas, avec les armes dans le nozo, ne sont plus des sécessionnistes. Parce que lorsque vous êtes sécessionniste, la première des choses que vous faites, c'est pour avoir confiance
de la population. À partir du moment que vous commencez à kidnapper les membres de la population, les tuer, les menacer, les tuer leur économie, les bloquer pour aller dans les champs, cela veut dire que vous êtes là pour autre chose que la sécession. J'avais dit que si les États-Unis commencent à juger, n'est-ce pas, les commanditaires, ceux qui ont commencé, qui sont à l'origine, n'est-ce pas, de cette guerre, à l'origine du fait qu'on a pris les enfants, on les a donné les armes pour lutter contre une armée professionnelle. Le jour où les États-Unis ont commencé à les poursuivre, beaucoup de choses vont changer. Si vous suivez, n'est-ce pas, ce qu'ils disent maintenant, il n'est pas plus des armes. Je parle des commanditaires. Il n'est pas plus, n'est-ce pas, des tueries. Il n'est pas plus des kidnappings. Il n'est pas plus de... Ils ont eu peur depuis que 3 parmi eux ont été inculpés. À l'heure actuelle, ceux qui sont là, ils sont là pour chercher de l'argent. Vous pouvez remarquer que Douala et Yaoundé sont un peu calmes, hein, parce que tous les bandits sont partis là-bas, joindre ces bandes-là. Comme ils ont accès à des armes, ils ont accès, n'est-ce pas, à une population qui est faible, c'est très facile. C'est devenu une proie pour eux, n'est-ce pas, de gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec cet argent? Est-ce que c'est pour avoir de l'indépendance? Ils ne pensent pas. Ils veulent cet argent pour mener leur vie, n'est-ce pas, de criminalité, jusqu'à la fin de leur vie. Parce que parmi ces gens, beaucoup parmi eux s'en foutent de la mort ou de la vie. Ils s'en foutent, ils n'en disent rien. Si le gouvernement camerounais décide d'aller en affrontement, vraiment en affrontement de guerre, vous allez entendre qu'il y a des abus des droits de l'homme. C'est ça, non? On a fait ceci, on a fait cela pour bloquer le Cameroun. Parce qu'on veut que le pays se reste toujours en chaos permanent. C'est pour raison que j'ai fait l'appel aux Africains. Des fois, c'est-à-dire, ne regarde pas seulement les petits problèmes de la famine. Il faut qu'on commence à voir l'Afrique dans 20 ans. Comment ça va se faire? Et on commence doucement de voir comment on peut sortir de la même mise, n'est-ce pas, des Occidentaux. Pourquoi? Nous sommes en Afrique, on a tout. On a les matières premières, on a toutes les richesses. Mais on constate que on encourage, n'est-ce pas, les cerveaux de quitter pour aller là-bas. C'est parce que... Mais c'est la faute au gouvernement. Non. C'est trop facile. Non, c'est pas la faute du gouvernement. C'est trop facile. Ceux qui sont restés au Cameroun, pourquoi ils n'ont pas... Moi, je n'ai jamais eu le goût de partir, de quitter mon pays. Je n'ai jamais eu ce goût de partir. Peu importe, n'est-ce pas, les problèmes, je reste affronter mes problèmes dans mon pays. Je ne dois pas aller chez quelqu'un qui a lutté pendant 200 ans pour préparer son pays, pour gérer son pays, pour organiser. Je vais rester là-bas et je commence à dire mon pays, n'est-ce pas, est un pays de caca. C'est quoi ça? Ceux qui sont partis là-bas pensent qu'ils vont régler le problème dans son pays pour lui. On va attendre les Occidentaux de venir régler ça pour nous. Donc c'est de ça que j'appelle le Conseil des Africains. Regarde, n'est-ce pas, les vraies choses. Parce que nous, on limite, on n'a pas mangé, on a faim, manger. Ça, c'est rien du tout. Les Asiatiques, il y a des Asiatiques qui peuvent rester pendant des mois sans manger. Parce que pour eux, c'est du sport. La nourriture tue. Les gens ne savent pas la nourriture tue. Donc tu peux rester une semaine, les autres à manger, ça ne vous dit rien. Mais au Cameroun, quelqu'un qui mange un jour, ça devient un problème. Or, il faut... Regarde surtout les musulmans, par exemple. Lorsqu'ils... Est-ce que c'est pas grave ça, Maître Achou, demander qu'on laisse les Camerounais pendant 5 jours sans manger? Non, regarde, pendant la période de jeûne des musulmans, tu vois, c'est un problème de santé. C'est que les Syriens, je ne sais pas. La nourriture que nous mangeons là, c'est ça qui nous tue. Parce que on exagère. Par conséquent, ne mangez pas. Non, regarde les musulmans, lorsqu'ils gênent, regarde leur taille. N'est-ce pas? Vous allez constater que sur le plan de santé, ils sont très bien. Et vous allez même à l'Occident. Ceux qui sont gros sont ceux qui mangent n'importe quoi. Donc tu dis là aux gens qui sont dans le nord-ouest et le sud-ouest, même si vous ne mangez pas pendant une semaine, restez calme. Je n'ai pas dit ça. Je dis que il ne faut pas qu'on se limite seulement à le problème de nourriture. Il y a plus grave que ça. On ne voit pas le fait que nous sommes en train d'être domptés par les autres. On ne regarde pas. Pour moi, c'est plus grave que de manger. Parce que
Le futur du pays dépend de la façon à laquelle on va gérer ces gens qui viennent pour nous adopter. Il vous dit que leur système est bien, mais le vôtre est mauvais. Qui va corriger le vôtre si vous n'êtes pas là? Je vous dis, si la diaspora décide de venir au Cameroun, le pays serait différent. On est resté chez eux. Merci. On s'achemine progressivement vers la fin. On parle du nord, de l'est et du sud-ouest. Cette montée-là des assassinats, des enlèvements aujourd'hui. La montée des assassinats et des enlèvements, il a dit qu'en Afrique, tout se décide ailleurs. Tout se décide ailleurs. Je ne sais pas, vous avez été aux États-Unis, il y a un immeuble General Motors qui fait 93 étages, qui est à la 106e rue, à la 92e rue. Et 800 mètres plus bas, vous avez la 106e rue, vous avez Harlem, où les gens vont ramasser les vieilles voitures que les autres ont jetées pour dormir dedans. C'est là où ils habitent. Le problème, quand on dit manger, on aime trop les caricatures. Pour Paris, on dit il y a 32 000, 36 000, ceci ou cela. Au Cameroun, je ne dis pas que ça suffit. On doit donner à tout le monde des millions. Tout le monde doit avoir un salaire d'1 million. Mais au Cameroun, vous êtes à Douala. Les gens qui mangent la nourriture qu'on mange au bord de route là. Moi, je suis allé faire des enquêtes, ça coûte 300 francs. Vous mangez du riz avec un poisson. Je suis allé voir. Mais quelqu'un vous parle de on ne mange pas au Cameroun. Au Cameroun. Et par contre, on dit des énormités. On dit, nous étions au même niveau que la Corée du Nord en 48, c'est ce monsieur-là. Maintenant, il nous dépasse. Et il y a même un fou, un diplômé, qui vient dire, on leur envoie même la nourriture. La Corée du Nord, ils ne mangent que du riz. En 60, nous, on n'avait que quelques bâtons de manioc. Qu'est-ce qu'on leur envoyait comme nourriture, qui n'est pas leur nourriture? La Corée du Nord était déjà un grand pays qui fabriquait les radios, les téléviseurs et tout à l'époque. Un pays industrialisé. Alors, c'est ces gens qui tuent ce pays. Ceux qui mettent à l'idée la tête. Et même quelqu'un qui vient de manger, quand on va dire ça, il dit oui, on trouve. C'est comme les Benskin. C'est le métier où il y a le plus de diplômés. Tout le monde dedans est doctorant. Dès qu'un Benskin, c'est pas parce que sur le Benskin, j'ai un doctorat. Personne n'a le bac dedans. Tous, ils ont des doctorats. C'est ça le Cameroun. Je crois qu'il faut que, quand on arrive à ce niveau de réflexion, nous sommes tous des majeurs. Ce qui se passe au Nozo, c'est une affaire des gens qui ont organisé, qui étaient poussés un moment par des gens. Et ces gens commencent à se fatiguer. Et c'est pour ça que les Américains prennent des mesures. On dit on va enlever les visas ou ceci ou cela. Il faut que les Camerounais comprennent. Le problème du Nozo, est-ce qu'on a déjà posé ça un jour? Vous êtes là, vous ne le posez pas. Il faut dire pourquoi il y a le Nozo. Il y a le Nozo parce qu'il y a des gens radicaux. On va poser ce problème avec vous. C'est le problème du Nozo, c'est pas là. Dans d'autres émissions. Oui, on va entièrement le poser avec vous. Parce que là, quand on commence à tuer les gens, c'est des extrémistes. Parce qu'au Nozo, par exemple, il y a un problème entre le sud-ouest et le nord-ouest. Le sud-ouest n'accepte pas le nord-ouest. Et ça, personne ne dit. On fait comme si le nord-ouest, et ils veulent absolument prendre le sud-ouest de force pour qu'ils fassent un État. Merci. On va sortir l'émission. Malheureusement, président Jean-Claude Gahan, votre mot sur ce sujet-là rapidement. Ouais. Le problème de Nozo, aujourd'hui, est quelque chose qu'on pouvait éviter hier. J'ai suivi l'avocat, mon respectable avocat, dit que nous nous concentrons sur la nourriture. Je voulais lui dire une chose. Ceux qui ne mangent pas parce qu'ils ne veulent pas manger sont différents de ceux qui ont faim. Il faut bien comprendre cela. Je peux faire 2 jours sans manger parce que je veux. Mais quand je veux manger et que je ne trouve pas ce que je dois manger, je deviens une autre personne. Donc,
Le problème de nos eaux, c'est surtout l'égoïsme et l'égocentrisme du peuple camerounais. Du peuple camerounais et des dirigeants camerounais. Non, monsieur. Voilà. C'est l'égoïsme francophone. Si vous voulez que... Voilà. Pas les dirigeants, l'égoïsme de francophones. Les dirigeants sont des francophones. Les dirigeants, il n'y a pas des anglophones dedans. Ils sont combien minoritaires? Ils sont combien? Soyez sérieux. D'accord. Donc, vous voulez que je... Il ne veut pas dire ça. non, il veut que je... je le centre bien du pouvoir. L'émission est terminée. L'émission... Du pouvoir. Malheureusement, l'émission est terminée. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a dépassé de 3 minutes vraiment l'émission rapidement. Quelques SMS, il faut rappeler qu'ils nous sont parvenus très nombreux, s'il vous plaît. Monsieur Achou, vous voulez dire qu'il n'y a pas de problème anglophone, vous êtes vraiment bizarre. Ça, c'est un téléspectateur. Je suis d'accord avec monsieur Nga. Comment aujourd'hui, notre PR, notre président, n'est pas tombé dans le piège des Français, c'est parce qu'ils jouent leur jeu. Anani Rabé Bindi, vous devrez être dans un amphi, et que vous confisquez la parole. C'est Pierrot depuis Ezeka qui nous écrit également d'autres SMS, sur notre page, sur notre WhatsApp. Je voudrais rappeler à Maître Achou que le premier coup de feu dans le Nozo est parti des FDS et non des populations. En plus, le Cameroun est un pays et ne doit attendre la solution d'aucun autre pays. C'est Thomas de Sam, ça c'est à Yaoundé également. Par rapport à l'acquittement de Laurent Gbagbo, je voudrais savoir qui porte désormais la responsabilité des crimes qui leur ont été reprochés. Encore une fois, Thomas de Sam, plusieurs autres SMS, un tout dernier, et on sort de l'émission, qui nous dit bonjour le panel. Merci, bonjour. Je pense qu'il faut que les opposants cessent d'accuser le parti au pouvoir. C'est pas au président de la République de venir éduquer chacun dans sa famille. Nous aimons bien les distractions sur les réseaux sociaux et nous les utilisons mal. Ce pays est en mal car les citoyens manquent d'hygiène mentale. Je suggère au gouvernement de mettre dans chaque ministère un personnel spécialisé en santé mentale et nous verrons tous les résultats. Que la justice soit faite à propos du sujet à la une et que le patron de Martin soit et que le pardon de Martin soit accepté. C'est Elias depuis la forêt sacrée de Bakassa. Ça c'est à Bana dans la région de l'Ouest. Merci à tous ceux qui nous ont suivis dans le cadre de cet autre numéro de Vitrine 237 sur MyMedia Prime Télévision. Retenez tout simplement que ce soir, cet après-midi, à partir de 16h passées de 30 minutes, vous aurez la première rediffusion de cette émission et mercredi, lorsqu'il sera 21h passées de 30 minutes, restez sur les programmes de MyMedia Prime Télévision, la télévision du futur. À dimanche 10h.